Saint-Tropez, janvier 2026. Sous le ciel d'un bleu impitoyable qui surplombe la Côte d'Azur, le temps semble s'être figé devant le portail centenaire de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Une foule immense mais étrangement silencieuse retient son souffle alors qu'un cercueil de bois clair submergé de fleurs jaunes fend la marée humaine. À l'intérieur repose celle que le monde appelait bébé, l'icône absolue, mais qui aujourd'hui n'est plus qu'une âme rejoignant l'éternité. Dans la nef, les notes cristallines du Panis Angelicus s'élèvent, mais ce n'est pas la liturgie qui capture l'attention des rares caméras autorisées. Tous les regards convergent vers une silhouette inattendue, assise au premier rang, le dos droit, le visage fermé. C'est Nicolas Charrier. Le fils unique, l'enfant de la douleur, l'absent perpétuel, est revenu pour l'ultime adieu. Sur le bois verni du cercueil, il a déposé un unique bouquet de mimosas accompagné d'une carte portant 3 mots manuscrits qui font trembler les témoins par leur simplicité dévastatrice, à ma maman. Pourquoi ce fils qui a passé une vie entière à fuir l'ombre de sa mère a-t-il choisi ce jour précis pour réapparaître? Pour saisir la profondeur de cette blessure, il faut remonter le temps jusqu'au 11 janvier 1960. Ce jour-là, sous les flashs crépitants qui assiègent de l'appartement parisien de l'avenue Paul-Doumer, naît Nicolas Jacques Charrier. Pour la presse mondiale, c'est l'événement du siècle. Pour Brigitte, c'est le début d'une longue agonie. Au sommet de sa gloire adulée comme la femme la plus belle du monde, elle ne vit pas la maternité comme un heureux événement, mais comme une amputation de sa liberté. Elle se sent piéger son corps, devenu une propriété publique que même une grossesse ne parvient pas à sacraliser. Dans une époque qui glorifie la mère au foyer Bardot, ose l'impensable, elle refuse viscéralement ce rôle. Les confidences qu'elle livrera plus tard feront frémir la France conservatrice. Dans son autobiographie, elle décrit sa grossesse avec une violence inouïe, la vivant comme une invasion barbare, comparant l'enfant qu'elle portait à une tumeur qui se nourrissait de sa substance vitale. « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien », lâchera-t-elle une phrase terrible cruelle qui la poursuivra comme une malédiction jusqu'à la tombe. Cette détresse n'est pas un simple caprice de star, c'est un hurlement de douleur étouffé par les paillettes. En septembre 1960, incapable de concilier son statut de sexe-symbole planétaire et les pleurs d'un nourrisson, elle tente de se suicider le jour de ses 26 ans, choisissant l'oubli plutôt que la réalité. La rupture familiale est alors consommée. Jacques Charrier, l'homme qui avait cru pouvoir construire une vie normale avec le mythe, prend une décision radicale et rarissime pour l'époque, il réclame la garde exclusive de Nicolas. Le tribunal tranche en sa faveur. L'enfant partira vivre avec son père loin des projecteurs, laissant derrière lui une mère qui pousse un soupir de soulagement teinté d'une culpabilité éternelle. C'est là, dans ce berceau déserté, que le fossé se creuse un abîme que 60 années ne suffiront peut-être pas à combler. Le silence qui s'était installé entre la mère et le fils durant l'adolescence de Nicolas aurait pu rester une simple distance géographique, une froideur aristocratique propre à certaines grandes familles. Mais en 1996, une déflagration littéraire vient pulvériser les derniers ponts qui pouvaient encore relier la Madrague à la Norvège. Brigitte Bardot publie ses mémoires initiales BB, un best-seller mondial où elle se livre corps et âme sans filtre, avec cette honnêteté brutale qui est sa marque de fabrique. Si ses fans saluent sa franchise pour Nicolas, alors âgé de 36 ans, la lecture de ces pages est une humiliation publique d'une violence inouïe. Il découvre imprimé en noir sur blanc et traduit dans toutes les langues que sa propre conception fut vécue comme un cauchemar absolu. Bardot ne se contente pas d'évoquer son mal-être. Elle décrit avec une précision chirurgicale ses tentatives désespérées pour avorter ce frappant le ventre pour décrocher cet être qui s'accrochait à elle. Elle parle de lui comme d'un étranger qui a ruiné sa jeunesse. Pour Nicolas qui a construit sa vie dans l'ombre pour échapper à ce tumulte, c'est l'attaque de trop. La douleur privée devient un spectacle médiatique. Blessé au plus profond de sa chair, soutenu par son père Jacques Charrier, il décide de riposter non pas par des interviews larmoyantes, mais sur le terrain du droit. C'est la guerre des mots qui se termine devant les tribunaux. Ils attaquent en l'icône pour violation de l'intimité de la vie privée, effet juridique rare pour atteinte à l'intimité de la vie intra-utérine. Le procès est retentissant. Nicolas exprime alors son dégoût face à ce qu'il qualifie de malignité de la part de sa mère. Il ne cherche pas l'argent, il cherche à restaurer sa dignité d'homme et de fils. La justice française tranche en leur faveur. Brigitte Bardot est condamnée à verser 100 000 francs de dommages et intérêts à son fils et 150 000 francs à son ex-mari.
De plus, le tribunal ordonne l'insertion d'un encart judiciaire dans chaque exemplaire du livre, rappelant la condamnation. Bardot perd le procès, mais la véritable défaite est ailleurs. Ce verdict marque le point de non-retour. Entraînant sa mère en justice, Nicolas a tracé une ligne rouge sang sur le sol. Dès lors, les relations ne sont plus seulement distantes, elles sont glaciaires, verrouillées par une rancœur que même le temps semble impuissant à éroder. L'enfant, non désiré, est devenu l'adulte qui refuse sa mère, et le monde assiste impuissant à ce naufrage familial télévisé. Tandis que Brigitte Bardot se cloître de plus en plus dans la chaleur méditerranéenne de la Madrague, trouvant refuge auprès de ces animaux qui, eux, ne la jugent pas, Nicolas choisit l'antithèse absolue de cet univers, le froid, la discrétion, le nord. Il s'exile à Oslo, en Norvège, une terre de glace, où le nom de Bardot résonne moins fort qu'à Paris. Là-bas, il ne se contente pas de fuir, il se reconstruit. Il épouse Anneline Bjerkan, fille d'un diplomate, et s'ancre dans une belle famille unie qui lui offre la stabilité affective dont il a été sevré. Loin des plateaux de cinéma, il s'épanouit dans l'informatique et le design des domaines rationnels concrets aux antipodes du flou artistique de son enfance. C'est dans cet exil volontaire que Nicolas accomplit sa plus grande revanche sur le destin. Il devient un père aimant et présent. De son union naissent 2 filles, Anna Camilla et Théa Joséphine. Ces 2 petites filles, Brigitte Bardot, ne les connaîtra presque qu'à travers des photographies volées ou de rares nouvelles distantes. C'est ici que la tragédie atteint son paroxysme émotionnel. Durant ces 30 années de silence, des tentatives de rapprochement ont pourtant existé, souvent maladroites, toujours fragiles. On raconte que Bardot, prise de regrets tardifs, envoyait parfois des cadeaux pour les anniversaires des invitations à venir passer l'été à Saint-Tropez. Mais comment renouer le fil quand la confiance a été calcinée ? Nicolas est resté poli mais distant, protégeant farouchement sa progéniture de la folie médiatique qui entoure sa mère. Il a refusé que ses filles deviennent des petites filles de stars, préférant qu'elles soient simplement des enfants heureuses. Pour Bardot, cette indifférence fut sans doute le châtiment le plus cruel. Elle qui avait déclaré « Je ne suis pas une bonne grand-mère » se retrouvait face à la réalité de ses choix. Les années 2000 et 2010 s'écoulent ainsi figées dans un statu quo douloureux. D'un côté, une vieille dame seule face à la mère qui confie parfois aux journalistes la voix brisée qu'elle aime son fils malgré tout. De l'autre, un homme mûr qui a érigé une forteresse de normalité autour de sa vie. Ce n'était pas de la haine, c'était pire. C'était une absence totale, un vide sidéral où aucun souvenir commun ne pouvait s'imprimer. Le fils avait réussi là où la mère avait échoué. Il avait trouvé la paix. Mais le prix à payer était cet océan de silence glacé qui les séparait désormais irrémédiablement. Dans la pénombre sacrée et imposante de l'église Notre-Dame de l'Assomption, l'air semble s'être soudainement densifié, devenant presque palpable. L'atmosphère est chargée d'une électricité statique invisible, tissée de milliers de regrets accumulés et de prières inexprimées qui flottent sous la voûte. Alors que les rangs latéraux sont occupés par un parterre d'officiels de personnalités du cinéma et de figures tropéziennes venus rendre hommage à la légende Nicolas Charrier, lui reste debout au centre de l'allée. Il est immobile, tel un gardien silencieux et stoïque face au jugement de l'histoire. À 66 ans, cet homme qui a vécu sa vie dans l'ombre porte sur son visage les stigmates inéluctables du temps. Mais ce qui frappe l'Assemblée, c'est cette beauté ténébreuse héritée de son père Jacques, étrangement matinée de cette moue boudeuse et rebelle qui fit jadis la légende planétaire de sa mère. En ce jour de deuil national, le fossé géographique et émotionnel abyssal qui séparait les fjords glacés d'Oslo de la chaleur de Saint-Tropez a cessé d'exister. Il n'y a plus de milliers de kilomètres, plus de procès retentissants, plus de livres scandaleux étalés en place publique. Il n'y a plus que la vérité nue et crue de la mort, cette force absolue qui remet chaque rancœur, chaque égo à sa place dérisoire. Soudain, brisant le murmure de la foule, la voix puissante et fragile de Vincent Niclot s'élève majestueusement sous la nef. Il entonne un Ave Maria, bouleversant le chant sacré préféré de Brigitte, elle qui, malgré ses provocations, vouait un culte secret et particulier à la Vierge Noire des Saintes Maries de la Mer, protectrice des gitans et des marginaux. C'est à cet instant précis, alors que les notes montent vers les vitraux, que l'armure de glace de Nicolas semble se fendre. Ce n'est pas une explosion de larmes théâtrales. L'homme est trop pudique, trop imprégné de cette retenue nordique pour s'effondrer devant les caméras, mais c'est un imperceptible tremblement des épaules qui trahit son bouleversement.
On devine une main qui se serre machinalement jusqu'à en blanchir les jointures sur le rebord du banc de bois verni. Les témoins les plus proches raconteront plus tard avoir vu dans ses yeux non pas de la colère ni même de la tristesse, mais une immense fatigue. C'est l'épuisement de l'âme de l'enfant qui a attendu toute sa vie à travers le bruit et la fureur, un regard maternel qui n'était jamais vraiment pour lui, mais toujours pour l'objectif des photographes. Lentement, comme mu par une force invisible, il s'avance alors vers le cercueil recouvert de fleurs jaunes. Le silence dans l'église est tel que l'on pourrait entendre une épingle tomber sur les dalles froides. Chaque pas de Nicolas résonne lourdement comme un écho aux 65 années de malentendus de silence et d'occasions manquées. Il marche droit digne portant le poids de son héritage. Il ne s'effondre pas. Arrivé devant la dépouille, il pose sa main à plat sur le bois clair du cercueil. C'est un geste d'une simplicité désarmante, mais d'une portée symbolique vertigineuse. C'est le contact physique final, l'ultime toucher, avec celle qui autrefois avait repoussé son corps de nourrisson avec effroi. C'est une réconciliation muette, un armistice signé sans encre ni papier, juste avec la chaleur d'une paume sur un cercueil froid. À cet instant précis, l'icône sexuelle mondiale, la militante farouche de la cause animale, la star capricieuse et inaccessible, s'efface totalement. Il ne reste dans cette boîte qu'une femme de 91 ans qui a fini par trouver le repos éternel et face à elle, un fils qui, malgré les blessures d'enfance, malgré les mots qui tuent imprimés dans les livres, est venu lui dire simplement « Je suis là, je ne t'ai pas oublié ». Ce moment suspendu d'une intensité insoutenable pour l'assistance lave les affronts du passé mieux que n'importe quel discours. Les larmes invisibles de Nicolas coulent à l'intérieur, inondant un cœur qui a peut-être enfin cessé de saigner pour cicatriser. Il recule doucement les yeux secs, mais le regard changé laissant sa mère partir vers la lumière, emportant avec elle dans la tombe le secret douloureux de leur amour impossible. Au lendemain de la cérémonie, alors que la presse internationale spécule encore sur la signification de ce retour, un événement étrange vient clore ce chapitre tumultueux. Sur le site officiel de la Fondation Brigitte Bardot, au milieu des appels aux dons pour les bébés phoques et les éléphants d'Afrique, une page apparaît brièvement sans annonce, sans artifice. Elle est intitulée simplement « Lettre à mon fils ». Ce texte, daté de plusieurs années auparavant, résonne comme un testament spirituel que Bardot aurait laissé en suspens une bouteille à la mer numérique. Les quelques internautes qui ont le temps de la lire avant qu'elle ne soit retirée, pudeur tardive ou erreur technique, découvrent des mots d'une douceur inattendue, loin des griffes et des crocs de la légende. « Je t'ai donné la vie sans savoir t'aimer comme il le fallait », écrit-elle. « J'étais une louve blessée qui mordait pour ne pas être dévorée. Mais sache, mon Nicolas, que chaque silence entre nous était un cri que je ne savais pas pousser. Tu es la seule chose vraie que j'ai laissée sur cette terre, la seule que je n'ai pas pu partager avec le public. » Et ce n'est pas une excuse. Bardot ne s'excuse jamais. C'est un constat, une vérité nue, posée là comme une offrande. La lettre disparaît des écrans aussi vite qu'elle est apparue, laissant planer le doute. Nicolas l'a-t-il lue? La connaissait-il déjà? La réponse se trouve peut-être dans ce bouquet de mimosas qui fane doucement sur la tombe fraîchement scellée. Le mimosa, cette fleur d'hiver qui fleurit quand tout le reste dort, symbole de sécurité et d'amour secret. En choisissant cette fleur, Nicolas a répondu à sa mère dans le seul langage qu'elle comprenait vraiment, celui de la nature brute et sans mensonge. Il n'y aura pas d'interview, pas de livre-réponse, pas de déballage. Le fils est reparti vers le nord, emportant avec lui le poids de son histoire, mais laissant derrière lui la légèreté du pardon. La guerre est finie. Brigitte Bardot repose désormais face à la mer, et pour la première fois, elle n'est plus seule. Dans le silence du cimetière, Marin, le fantôme d'un amour maternel maladroit, veille enfin apaisé par le geste d'un fils qui a su au dernier moment transformer l'abandon en adieu. Au-delà de la légende et des tumultes, l'histoire de Brigitte Bardot et de son fils Nicolas nous offre une leçon lumineuse sur la puissance intemporelle des liens du sang. Elle nous enseigne que l'amour maternel et filial est une force indéfectible qui, même enfouie sous le poids des années et du silence, ne s'éteint jamais vraiment. Le geste ultime de Nicolas, présent digne et aimant pour accompagner sa mère vers sa dernière demeure, incarne la plus noble des vertus humaines, le pardon. Cette réconciliation silencieuse nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour la paix et pour honorer ceux qui nous ont donné la vie.
Elle sublime l'idée que l'amour ne se mesure pas toujours aux mots prononcés ou aux images publiques, mais à la présence dans les instants sacrés. En revenant vers elle, Nicolas a offert à sa mère le plus précieux des hommages, prouvant que malgré les épreuves, le cœur d'un enfant reste à jamais attaché à celui de sa mère. C'est une hymne à la résilience des sentiments, nous démontrant qu'à la fin du voyage, seul l'amour subsiste pur, inconditionnel et éternel.